Moi, j'ai grandi avec un père qui était dans le trafic de stupéfiants. Mon père, c'est un contre-exemple pour moi. Hum. Moi, je pense que tout déterminisme peut être combattu, à condition d'avoir conscience qu'il existe. De toute façon, une personne qui m'appelle Mbeko, c'est une personne qui est rentrée dans ma vie il y a peu de temps. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des prénoms à haute valeur symbolique. Et humainement parlant, ils sont pas fréquentables. Et inversement, j'ai des gens autour de moi qui ont des prénoms dits étrangers, occidentalisés, et qui sont d'une vitalité, qui sont d'une ambition, et qui sont d'une force époustouflante. C'est comme les enfants Zidane qui n'ont rien fait. Ça, c'est des cadeaux empoisonnés, bien souvent. Tu as une pression telle sur les épaules, tu as des attentes telles sur les épaules, que c'est extrêmement compliqué de devenir quelqu'un. Avant même de transmettre un nom, de transmettre un prénom, j'espère transmettre un état d'esprit. Demain, si j'ai des enfants, c'est ce que je leur dirai. Soyez ce que vous voulez être. Non, mes enfants, ils auront des prénoms africains. Il n'y aura pas de prénom occidental. République démocratique du Congo, c'est ridicule. Déjà, quand tu dis que tu es démocratique, c'est que tu ne l'es pas. Les évidences ne se disent pas. Je prends l'exemple de Sarkozy, qui n'a pas fait les grandes écoles. Il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait HEC. Il était avocat, il est devenu président de la République. Mais quand on donne son nom, il a plus d'impact qu'un François Hollande qui a fait l'ENA. Moi, je suis jamais passé par la porte, toujours par la fenêtre. Donc, mon nom ne m'ouvre pas de porte. Donc, 90%, 95% de mon temps, je suis très conformiste. Et les 5% qui restent, c'est les 5% où on peut me voir interagir sur différents sujets, donner mon avis, puisqu'on me le demande. Regarde les Afro-Américains, ils ont été vendus comme du vulgaire bétail, et ça reste une personne sur qui on peut compter, à condition qu'on lui explique le cheminement de son identité. Il y en a de plus en plus qui travaillent sur leur histoire, travaillent sur leur identité, et qui vont en Afrique, et qui vont se reconnecter avec leur histoire. J'avais dit que j'étais pour débaptiser toutes les rues, mais uniquement sur le continent africain, et uniquement au niveau des Antilles, dans les zones où il y a une majorité d'afro, une écrasante majorité d'afro. C'est pas normal de rendre hommage à Napoléon, c'est pas normal de rendre hommage à Charles de Gaulle, c'est pas normal de rendre hommage à des personnes qui ont porté atteinte de manière significative à ce que nous sommes en tant que Noirs. Soukou, Mangando, Île-de-France, Le Borgne, Brar, Mazuel, Belachmu, Nafikan, Damien Millet. Maro, Yannou. Le patronyme est un des éléments majeurs de notre identité. Et il se trouve que nous en sommes tous pourvus, où que nous soyons et qui que nous soyons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur ma route, ce podcast dans lequel, avec vous, nous abordons le sujet du patronyme ou du nom de famille. Si vous allez écouter la version audio qui est encore disponible d'ailleurs sur les plateformes, vous tomberez sur l'épisode avec Nicolas Le Borgne, pour qui, plus on avance en âge, plus on s'attache à ce nom qui nous lie à nos aïeux et dont nous avons envie de perpétuer la ligne. Pour moi, vous le savez, un nom nous identifie avant tout. Il porte un sens, revêt une signification, il détient une origine, mais surtout, au-delà de tout ça, il raconte une histoire. Et aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme charismatique et emblématique, au verbe haut, et dont l'apparence et le propos ne laissent pas indifférent ceux qu'il rencontre, que nous allons raconter aujourd'hui. D'où vient son nom? Que signifie-t-il? D'où vient-il? Et quelle est pour lui finalement la signification globale d'un nom de famille? Voilà autant de questions, voire plus, sur le temps cordial d'une discussion sympathique entre deux personnes qui le sont tout autant, que nous allons aborder aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, chers amis, toi qui nous regardes et qui nous écoutes en même temps, Maître Taboula Mbeko, bonjour et bienvenue dans Sur ma route. Bonjour, merci à toi et merci pour cette présentation flatteuse. Alors je vais plutôt la compléter parce que tu es avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis avec comme ministère le pénal, la propriété intellectuelle, les sportifs, donc tu accompagnes les sportifs, tu accompagnes également des artistes musiciens. Je peux compléter en disant que tu es producteur et chroniqueur du podcast, du célébrissime podcast Les Funérailles des Tabous. Est-ce qu'on rajoute aussi que tu es mécène, que tu es acteur culturel, au-delà de la grande gueule que tu es? Absolument, on peut dire ça, ouais. On peut dire que je suis mécène et que j'ai investi beaucoup de mon temps, beaucoup de mon intelligence et un peu de mon argent dans différents projets. Ouais. Alors, d'entrée de jeu, puisque j'ai dit que tu étais avocat, on peut déjà savoir pourquoi tu as choisi ce droit-là. Pourquoi aller vers le droit pénal et vers l'accompagnement des artistes, même si j'ai une partie de la réponse. Pourquoi ça s'est fait de manière un peu naturelle, puisque que ce soit la musique,
ou le sport, ou le droit pénal, c'est des disciplines dans lesquelles j'ai évolué. C'est-à-dire? Droit pénal, très tôt, moi j'étais dedans, puisque moi j'ai grandi avec un père qui était dans le trafic de stupéfiants. Donc j'étais confronté à un paternel qui faisait rentrer des stupes à la maison, avec de l'argent à la maison, qui revendait la mort à son prochain sans aucun état d'âme. Donc j'étais déjà confronté à une réalité illégale depuis le plus jeune âge, tu vois. Ok. Et tu as choisi l'autre côté. J'ai choisi l'autre côté, ouais. Moi, je fume pas, je bois pas, je touche pas aux stupes. Mais pourquoi ce choix, justement, alors que tu avais un modèle paternel qui te prédestinait plutôt vers les chemins sombres? Parce que moi, je fais l'inverse de ce que mon père a pu faire. Très Donc, bien. c'est pas... Mon père, c'est un contre-exemple pour moi. Donc, c'est vraiment l'exemple d'homme auquel je veux pas ressembler, donc c'est très bien. Tu es la preuve que le déterminisme social ou le déterminisme familial paternel n'existe pas. Ou, en tout cas, qu'il peut être combattu. Moi, je pense que tout déterminisme peut être combattu, à condition d'avoir conscience qu'il existe. Mais on ne peut pas combattre une réalité si on n'a pas conscience qu'elle est là. Et d'avoir la force mentale et les armes, finalement, pour Bien sûr, les affronter. Après, les armes, on va les chercher. Mais avant de chercher des armes, il faut avoir conscience qu'il y a un déterminisme. Parce qu'on ne peut pas affronter quelque chose dont on ignore l'existence. Alors, Taboula Mbeko, c'est ton intitulé, on peut le dire comme ça, c'est ton nom. Dans quel ordre? Parce que l'état civil nous impose d'avoir un prénom du calendrier français ou non, d'ailleurs. Dans quel ordre se positionnent les tiens? Est-ce que tu positionnes Taboula avant Mbeko? Quel est ton prénom et quel est ton nom, finalement, ton patronyme? Le prénom, c'est Mbeko. Le nom, Taboula. Et même mon surnom, c'est Fira. Donc, dans ma famille, tout le monde m'appelle Fira. Personne m'appelle Mbeko. Ok. Mbeko, c'est pour les gens qui sont pas de ma famille, justement. Mes proches, mes intimes, ils m'appellent Fira. Personne m'appelle Mbeko dans ma famille, dans mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi. De toute façon, une personne qui m'appelle Mbeko, c'est une personne qui est rentrée dans ma vie il y a peu de temps. Finalement, qui te connaît depuis que tu exerces. Depuis que j'ai une visibilité médiatique. Uniquement? Uniquement. D'accord. Parce que Mbeko, j'ai réfléchi. Là, j'ai fouillé dans le calendrier que j'ai. Il n'est ni proche de Julien, ni proche de Hugo. Il se positionne où et il vient d'où? Mbeko, ça c'est d'origine congolaise. Hein. Mbeko, c'est celui qui sème. Ça veut dire celui qui plante, celui qui sème. Et c'est mon père qui a décidé de m'appeler comme ça. Ok. Ma mère, elle voulait m'appeler Jules. Qui est très bien aussi. C'est très bien, moi j'ai pas de difficulté avec ce prénom, mais mon paternel en a voulu autrement. C'est lui qui a tranché. Est-ce que, puisque c'est le paternel qui a tranché justement, qui t'a transmis ce nom-là, est-ce que tu reconnais une certaine force mystique dans l'onomastique, dans cette transmission de nom? Est-ce que tu penses que porter le nom Mbeko, enfin le prénom Mbeko et Taboula finalement, on va parler des deux distinctement, est-ce que tu penses qu'il y a un certain pouvoir, une certaine puissance ou une force, quelle qu'elle soit, qui t'a été transmise? Non, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des prénoms à haute valeur symbolique. Et humainement parlant, ils sont pas fréquentables et même sur le terrain de l'action, ils font pas grand-chose alors qu'ils ont des prénoms avec une portée incroyable. Et inversement, j'ai des gens autour de moi qui ont des prénoms dits étrangers, occidentalisés, et qui sont d'une vitalité, qui sont d'une ambition, et qui sont d'une force époustouflante. Donc le prénom, je trouve que c'est surcoté. Alors, on parlait de déterminisme il y a quelques minutes. Est-ce que tu ne penses pas justement que, soit pour certains, il y a l'effort d'essayer de se hisser au niveau de son nom, et donc si, mettons d'ailleurs dans la communauté congolaise à laquelle tu appartiens, on a souvent cette fâcheuse ou cette joyeuse tendance de prénommer nos enfants merveille, diplôme, enfin réussite, succès, etc., etc. Trésor alors qu'il n'a pas un rond. Justement, est-ce que c'est pas pour faire de cet enfant un trésor, une richesse, une noblesse, ou pour simplement marquer le fait que cette personne arrive au moment opportun et que finalement ce soit ça sa destinée? En gros, pour le déterminer via son prénom. Je pense que c'est une volonté de la part des parents, mais je pense que cette volonté, elle ne correspond pas à une réalité, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans la réussite d'un gamin. Il y a tellement d'éléments qui viennent se greffer à ce qu'il est pour lui permettre de réussir ou pas, sachant qu'il sera intéressant de déterminer la réussite, puisque
en fonction des uns et des autres, on n'a pas la même Absolument. définition. Absolument. Que le prénom, pour moi, c'est un marqueur. Mm. C'est une identité qui est affirmée, mais c'est insuffisant pour en faire une grande femme ou un grand homme. Donc on peut dire que les parents font leur part, évidemment. Maintenant, c'est à l'enfant de se saisir de son destin, un peu comme toi tu l'as fait finalement. Bah, bien sûr. Et de trouver son chemin et de se dire, bah, j'ai tel prénom, je dois me hisser. Parce que pour certains, c'est un poids. Mm. J'ai des invités qui me l'ont déjà dit, c'est un poids. Je sais pas moi, un enfant qui va s'appeler Malcolm X. Oui, mais c'est comme les enfants Zidane qui n'ont rien fait. En fait, ça, c'est des cadeaux empoisonnés, bien souvent. Ouais. C'est des cadeaux empoisonnés parce que tu as une pression telle sur les épaules, tu as des attentes telles sur les épaules, que c'est extrêmement compliqué de devenir quelqu'un. Mm. Tu regardes le Mbappé Kylian et tu regardes Mbappé Ethan. Ethan, il va faire quoi? Tu me dis que tu es congolais, donc est-ce que c'est la seule partie du monde dans laquelle on trouve les Mbeko ou les Taboulas? Non, je pense qu'il y a des... En Centrafrique, au niveau du Rwanda, dans les pays limitrophes, il y a encore des Mbeko, des Taboulas, on en trouve là-bas. Mhm. Donc localisé principalement en Afrique. La signification, tu m'as donné celle de Mbeko, celle de Taboula, est-ce que tu as une idée? Non, j'ai pas trouvé. Après, si tu peux m'aider là-dessus. Alors le latiniste que je suis n'a trouvé que table pour Ouais. Taboula. Bon, je pense que tu es latiniste par définition aussi, étant avocat. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Est-ce qu'on peut considérer que tu peux être la métaphore ou l'allégorie d'une table? Peut-être, hein. Peut-être, hein. Celle sur laquelle on négocie, Celle sur laquelle on on s'assoit. prend des décisions. On s'assoit très peu sur des tables. Il y en a qui s'assoient sur des tables par manque de correction et par manque d'éducation, mais celle sur laquelle on négocie, celle sur laquelle on Des peut, vraies décisions se peut prennent. prendre des vraies décisions, ça peut être une manière de voir les choses. Hein. Et celle autour de laquelle on se retrouve aussi pour... Pour déjeuner, pour dîner, pour négocier des affaires. C'est très symbolique. Il y a beaucoup de symbolique autour de la table. Alors, je ne demande pas si tu as des velléités de paternité ou non, ça c'est propre, c'est secret, je ne vais pas rentrer dans cette intimité-là. Seulement, est-ce que tu penses pouvoir toi aussi librement transmettre ton nom à une future progéniture éventuelle? Oui, c'est l'objectif. Mais en réalité, avant même de transmettre un nom, de transmettre un prénom, j'espère transmettre un état d'esprit. C'est Et surtout- lequel? Ta liberté de penser, ta liberté de parole? Ouais. Demain, si j'ai des enfants, c'est ce que je leur dirai. Soyez ce que vous voulez être, indépendamment de ce que les gens penseront de vous. Parce qu'en réalité, vous allez être enterré seul, vous êtes venu seul, vous repartirez seul. Vous avez à peu près 30 000, 35 000 jours sur Terre. Quand vous mourrez, les gens vont vous pleurer peut-être 48 heures grand max. À part si vous êtes un grand sportif, un grand écrivain, aucune rue portera votre nom. Aucune maison de quartier portera votre nom, donc vous serez oublié. Je leur Ouais. donnerai des clés d'émancipation et des clés de liberté totale en termes d'action et surtout d'expression d'eux-mêmes. Soyez libres. Cette transmission, tu la ferais parce que librement ou parce que l'état civil français, pays auquel tu appartiens, te l'impose? Non, mais je ferai en fonction... Pour le nom déjà. pour le nom, ouais, je ferai en fonction de l'État français, je transmettrai mon nom. Et ensuite pour le prénom, ce sera un choix. Ah, mes prénoms, mes enfants, ils auront des prénoms africains. Ok, Il n'y aura pas de prénom occidental. très bien. Donc il n'y aura pas de Jules du tout. Non. Pas de Macrandi non plus. Non, non, il n'y aura aucun prénom Je occidental. le prends très bien ça, merci beaucoup. Non, mais c'est pas une attaque ou un tacle qui t'est adressé. C'est juste que moi, je suis né à Kinshasa. Et j'ai grandi en France, mais j'ai une double culture. Je suis franco-congolais. Je suis les deux. Et pour moi, c'est important de rendre hommage à mes ancêtres congolais. Donc ça passera par un patrimoine au niveau du nom, au niveau de l'histoire. Ça passe par une transmission d'une identité. Ça passe par une transmission de valeurs et de principes. Et le prénom en fait partie.
D'accord. Donc le nom, le prénom en font partie. Alors tu parles du Congo, moi j'ai envie de te questionner aussi sur le sujet de ce pays-là, qui en termes de nomastique est passé de État indépendant du Congo à Congo belge, à finalement République du Congo, pour finir, en passant par le Zaïre, pour finir République démocratique du Congo. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ce va-et-vient, ce ping-pong de nomastique pour une nation, un pays qui veut se déterminer, qui représente ce qu'il représente aujourd'hui en termes d'enjeux géostratégiques et même historiques? Je pense qu'on a un problème qui repose sur une méconnaissance de nous-mêmes, Mhm. tu vois. Parce qu'en réalité, République démocratique du Congo, c'est ridicule. C'est profondément ridicule. Déjà, quand tu dis que tu es démocratique, c'est que tu l'es pas. Les évidences ne se disent pas. Mm. Donc, si tu as besoin de le dire, c'est que la preuve que tu n'es pas une démocratie. Le tigre ne Le déclare tigre- pas sa tigritude, mais Le tigre ne déclare pas sa tigritude et le lion ne dit pas que c'est le roi. Mm. Pourtant, on le sait que c'est lui. Donc, déjà, il y a un problème en termes d'affirmation. Et ensuite, nos chefs d'État, ils n'ont pas une vision, d'ensemble. Ils ont une vision à court terme. Mm. Moi, demain, si je prends le pouvoir, je ce que change. je te souhaite. Merci, mais je change tous les noms, tu vois. Tu Et choisirais lequel du coup parmi tous ceux qu'on a eu, Je ou mets- tu en inventerais un autre? soit je mets Zaïre, soit je mets Congo avec un K, Ok. et je passe un coup de fil au chef d'État à Brazzaville pour lui dire viens, on fait une réunification des deux, et Ok. on fusionne nos deux pays, et on. C'est super intéressant ce que tu dis, mais pourquoi uniquement le Congo avec un C? Est-ce que tu pars du principe que les deux forment une même nation? C'est la Et même pourquoi chose. pas le Gabon? Pourquoi pas Ah la non, mais Côte d'Ivoire? progressivement, on Pourquoi passe, pas on la passe, Centrafrique non, mais et- on passe d'abord par le Congo-Brazzaville, on passe un coup de fil. Je pense que ça sera encore un gars Sassou Nguesso qui sera au pouvoir. Donc je lui dis comment vas-tu? Et ça serait bien qu'on organise une fusion, puisqu'on a les capitales les plus proches au monde. Absolument. On est à 15 km l'une de l'autre, donc ce qui est ridicule, et on a la même culture. Après, évidemment qu'il y a des choses qui varient, évidemment qu'il y a des choses qui vont différer, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc venez, on se réunit, on fait un même bloc. Donc soit Zaïre, soit Congo avec un K. Ouais. Le Zaïre parce que toi tu restes nostalgique, on peut le dire, de cette époque zaïroise avec la grandeur, la fierté et tout ce que représentait le Zaïre. Absolument. Il y avait un sentiment de fierté, quoi qu'on pense de Mobutu, parce que moi j'ai de profonds désaccords avec la politique qui était la sienne, Ok. mais il y avait du bon chez lui aussi. Il y avait un sentiment de fierté, il y avait un sentiment de possession de ce que c'est qu'être zaïrois, de ce que c'est qu'être bantou, Mhm. et ça c'est quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors Zaïrois est fier, puisque on parlait de changement. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as envisagé dans ton adolescence ou en fonction de... Alors, tu as grandi en France, je sais Mm. pas, c'est le plus clair de ta jeunesse, enfin ta jeunesse, de ton enfance en France. Est-ce que tu as pensé à un moment donné, compte tenu du contexte ou, je sais pas moi, de l'ambiance en cours de récréation, de changer de nom? Non, Absolument pas. non, jamais. Ça a été quoi finalement le vécu ou le sort réservé à ton nom dans ton adolescence par exemple? Parce qu'on sait que le plus cruel, c'est dans les cours de récréation en général. Non, mais moi, où, il y avait de la cruauté sur le nom, sur le prénom, sur la couleur de peau, oui, c'est pas pour autant que tu as changé de couleur de peau, quoi. tu vois, sur les cheveux. Ah, je comprends pas les cheveux, c'est des boulettes de shit. Ok. Il y a eu de la cruauté sur le physique. Ah, et quand t'es beaucoup plus grand que les autres, forcément, tu prends. On m'appelait girafe, tu vois. Mais après, tu prends du recul. Ma mère, c'est une femme incroyable, tu vois. Elle a toujours été là pour mes frères et sœurs. Elle nous a toujours soutenu, toujours apporté un réconfort et une tranquillité de l'esprit qui fait qu'on était serein. Ça se voit. On était serein. Ça se tu voit, vois. elle a bien travaillé, on lui Ouais. rend hommage. Faut lui rendre hommage, elle a fait un travail de fou. Sans elle, je serais même pas là en face de toi, tu vois. Alors c'est elle justement qui a travaillé, donc je lui rends un double hommage. C'est elle qui a travaillé et grâce à ton développement personnel, etc., qui a fait que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu le disais, tu bénéficies d'une certaine exposition, on peut dire d'une notoriété aujourd'hui. Comment tu définis l'expression se faire un nom? Pourquoi on associe ça déjà à un nom? Devenir notoire, devenir célèbre, acquérir une certaine notoriété, c'est se faire un nom. Ouais. Comment tu définis cette expression-là? Ou comment tu la comprends? Moi, je la comprends comme
une femme ou un homme qui, de par ses actions, de par ses engagements, de par ses prises de position, a développé une image, développé une certaine réputation qui parfois peut lui permettre de monter sur des projets, lui permettre d'apporter de la valeur à des initiatives, lui permettre de trouver des solutions à des problématiques qui traînent. Donc c'est juste utiliser une compétence, une expertise pour mener à bien différents projets. Ok. Et ça ne t'interroge pas plus que ça qu'on ait choisi le nom, enfin qu'on ait choisi le substantif nom, alors qu'on aurait pu se faire une image, se faire une carrière, etc. Mais on parle de nom. Pourquoi on associe ça? Est-ce que c'est le fait qu'on soit exposé, en plus de son visage, on soit exposé par le nom? Ouais, c'est ça. Mais surtout que tu peux pas dire une carrière lors d'une discussion et impacter quelqu'un. Si je te dis par exemple, oui, il a une carrière incroyable avec des statistiques incroyables, il a sur son parcours marqué 40 000 points. C'est moins parlant. Tu vas me dire, ok, d'accord, de qui il me parle, Curry, LeBron James, il y a plein de gens qui ont marqué 40 000 points, plein de gens qui ont un parcours incroyable. Si je te dis Jordan, c'est Jordan. C'est précis. C'est précis. Tu vois. Si je te dis ça parle Stephen tout seul. Curry, c'est Stephen Curry. Si je te dis Rafael Nadal, c'est Rafael Nadal. Tu te dis Mobutu, c'est Mobutu. Parce que en réalité, ce qui va permettre de singulariser une personne, c'est pas tant son parcours, mais c'est son Qui nom d'ailleurs est difficile à définir. qui est difficile à définir. Parce que son parcours, d'autres peuvent avoir eu le même. Et il y a même parfois des gens qui ont un parcours moins glorieux que lui, mais qui ont un nom plus impactant. Absolument. Tu vois, je prends l'exemple de Sarkozy qui n'a pas fait les grandes écoles. Il n'a pas fait l'ENA, il n'a pas fait HEC. Il était avocat, il est devenu président de la République. Mais quand on donne son nom, il a plus d'impact qu'un François Hollande qui a fait l'ENA. Absolument. Et qui n'a même pas été capable de se représenter à la magistrature suprême, tu vois. Tu es exposé depuis un certain nombre d'années, 5-6 ans peut-être maintenant. C'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que ton nom, durant toute ton existence, t'a servi de mot de passe, de code de déverrouillage? Est-ce que ton nom, finalement, t'a ouvert des portes ou il t'en a fermé plus qu'il ne t'en a ouvert en fonction de qui tu as été au cours de ton existence? Moi, je suis jamais passé par la porte, toujours par la fenêtre. Ok. Donc, mon nom ne m'ouvre pas de porte. Donc tu penses que dès lors qu'on entend ton nom, c'est tout de suite barrière, blocage, etc. Non. Ou tu ne te sers absolument pas de ton nom pour ouvrir des portes? Non, mon nom, il m'a pas ouvert de porte. En tout cas, dans tout ce que j'ai entrepris, dans tout ce que j'ai mis en place, il m'a pas ouvert de porte. Moi, j'ai même des activités. Je suis passé par des prête-noms, je suis passé par des tiers, parce que mon nom, s'il était apparu, les gens n'auraient pas accepté. Donc ça, c'est le nom qui est associé à ton image, finalement. C'est ça. Aussi bien parce que tu as une grande gueule, on peut le dire. Moi, je me définirais pas comme une grande gueule. Ok. Je me définirais comme une personne... Un esprit libre. Un esprit libre et qui dit ce qu'il pense. Parce que tu dis ce que tu penses et tu penses ce que tu dis. Donc ça ne plaît pas toujours. Non, mais après, que ça plaise ou pas, ça, c'est pas mon problème. Tu vois? Parce que moi, j'ai coutume de dire, tu regardes, dans toutes mes interventions, je me suis jamais auto-invité. La preuve, tu m'as invité, je viens, tu vois. Et je te remercie d'ailleurs d'être là. Merci pour l'invitation. J'ai jamais fait une vidéo où je suis dans mon salon, je raconte ma vie, comme certains peuvent le faire. On visera personne, mais beaucoup comprendront de qui je parle. Et du coup, moi, ma légitimité, je la tire de mon expertise en tant qu'avocat et des problématiques que je peux résoudre. Donc du coup, moi, je cherche pas à plaire. Je suis pas dans une opération commerciale, j'ai rien à vendre. Je viens, je réponds à des questions, je retourne chez moi, je retourne à mon cabinet, je travaille, je m'occupe de mes clients, j'ai différents projets sur le feu. Alors là où c'est différemment apprécié, ou compris, ça peut paraître paradoxal à certaines personnes, c'est que le métier d'avocat en lui-même, c'est un métier en même temps de liberté, mais en même temps un métier de conformisme aussi. Parce que autant tu dois y aller avec tes arguments, percuter, etc. En même temps, comme quelqu'un disait, un bon avocat connaît le juge, je crois que c'est ça, j'oublie exactement comme ça se dit. Donc il y a une part de conformisme aussi. Quelle part, toi, tu réserves au conformisme ou au consensus
ou au fait d'être conciliant finalement, et quelle autre part tu réserves, tu gardes à ta liberté, incompressible? Moi, tu sais, c'est psychologique ce que je vais te dire, mais moi, 90% de mon temps, je suis conformiste, Alors là, tu me l'apprends. tu vois. Je suis conformiste 90% de mon temps, mais les personnes voient sur les réseaux, sur la place publique, que 10% de ma réalité. Ok. Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui vont envoyer un message pour dire le train est en retard. Voilà, SNCF, ils déconnent. Tu envoies rarement un message pour dire que le train il est à l'heure, tu vois. Absolument. C'est un biais cognitif. Donc c'est le biais de la négativité. Tu vas souligner ce qui va pas. Absolument. Mais le reste du temps, moi, tout va bien. J'ai d'excellents rapports avec les avocats, d'excellents rapports avec les juges, avec mes Avec la partenaires, corporation. avec la corporation. D'autant plus que le métier d'avocat, c'est un métier. Alors, je sais plus comment ça se dit. Enfin, tu appartiens à un ordre. J'appartiens à un ordre. Donc j'ai de bons rapports avec les avocats, j'ai de bons rapports avec mon bâtonnier, j'ai de bons rapports avec les partenaires avec qui je travaille. Donc 90%, 95% de mon temps, je suis très conformiste. Et les 5% qui restent, c'est les 5% où on peut me voir interagir sur différents sujets, donner mon avis, puisqu'on me le demande, et repartir chez moi dans ma grotte. Et il se trouve que ton avis n'est pas toujours très populaire. Oui, mais moi, j'ai pas d'élection. Je plaide pas pour un parti politique. Donc du coup, j'ai pas à dire à l'autre ce qu'il veut entendre, parce que j'ai pas besoin de l'avis de l'autre. Parce que tu dis ce que tu penses et tu penses ce que tu dis. Oui, mais en fait, à partir du moment où tu es dans une opération de séduction, à partir du moment où tu es dans une opération où tu dis, bon, j'ai besoin qu'il ou elle se lève le dimanche matin pour voter pour moi, tu vas lui dire ce qu'il veut entendre. Sinon, il ne se lèvera pas le dimanche pour voter pour toi. C'est la démagogie. Moi, je suis pas dans la démagogie, parce qu'en Et réalité... c'est pas un peu ça aussi le métier d'avocat? Pas de la démagogie, mais au moins de la séduction ou de la persuasion. C'est dur qui? Alors justement, soit tes potentiels clients, soit des personnes pour s'attirer de la lumière, parce que je pense qu'il y a une grosse part d'ego aussi dans le métier d'avocat. Oui, il y a une grosse part d'ego, mais moi, je cherche pas à séduire de potentiels clients. Ça m'intéresse besoin. pas. Non, non, ça m'intéresse pas. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu veux plaire à quelqu'un, à un client, tu vas lui dire ce qu'il veut entendre. Et potentiellement, ça peut ne pas rentrer en résonance avec ce que tu es. Ce qui veut dire que tu te trahis d'une certaine manière pour avoir accès à ce client. Le jour où vous vous rencontrez et que pour différentes raisons, vous vous entendez pas, vos divergences vont remonter à la surface. Absolument. Quel est l'intérêt? Puis Moi, d'ailleurs, ça peut même être en défaveur de l'avocat que tu es. Exactement. Parce que Tu vois? ça peut ne pas aider à gagner un procès. Exactement. Donc moi, les clients qui viennent me voir, déjà moi j'ai pas de carte, j'ai pas de site internet. Faut comprendre ma psychologie. D'accord. Je suis peut-être l'un des rares avocats à pas avoir de carte, tu vois. J'ai pas de carte. Donc quand tu viens me voir, c'est que tu me connais Connais le travail. ou qu'on t'a recommandé mon travail. Donc tu sais qui je suis. Tu viens en étant déjà convaincu par ce que je suis. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Tu connais mon système de valeurs et principes. Moi, les clients qui m'interpellent, qui me contactent, comme ils viennent sur recommandation ou qui viennent par rapport à ce qu'ils ont pu voir de moi, ils ont déjà fait leur devoir. C'est un gain de temps déjà. C'est un aussi, gain en de temps plus. de fou, ça filtre de fou. Tu ne prends pas tout et n'importe quoi et tu ne perds pas ton temps à devoir les convaincre que c'est toi. Pas du tout. Ils savent à qui ils ont Ils affaire. savent à qui ils ont affaire. Et c'est pour ça que je transforme autant de dossiers. Sur 10 dossiers qui rentrent, moi j'en garde 8. Il y en a 2 que je ne vais pas prendre. Ok. Et quand je ne les prends pas, c'est pour des raisons d'agenda. Parce que les gens qui viennent me voir, ils sont déjà convaincus. Ils se disent, c'est cet avocat que je veux. C'est avec lui que je veux travailler. Sa manière de penser, sa manière de voir les choses me correspond. Son système de valeurs et principes rentre en résonance avec moi. Donc je vais travailler avec ce mec-là. Alors, j'ai bien compris. Alors, je me rappelle plus le surnom qu'on utilise, enfin, en tout cas que tes proches emploient. Je m'appelle Mais Fira. Fira, voilà, Fira. Une signification de Fira, peut-être? Ça vient de quelque part? une Fira, ça veut psychologie dire progressivement, au fur Ok. et à mesure. Ok, d'accord. Alors, question un peu philosophique aussi, celle-là. Est-ce que toi, tu fais un lien entre le nom et l'existence? Est-ce que tu penses que supprimer un nom supprimerait l'existence d'une personne? Non. Regarde les Afro-Américains. Ils ont été vendus comme du vulgaire bétail. Mais justement, est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur âme, leur vraie existence, leur vraie personnalité? Tu as le sentiment que LeBron James a perdu son âme? Alors, peut-être que c'est un nouveau LeBron James. C'est une autre personnalité. Moi, je pense pas que tu perds ton âme. Par contre, tu perds ton identité. C'est pas la même chose. Ok. Tu vois.
Où tu perds l'ancienne identité pour en retrouver une nouvelle. C'est ça. Mais je pense qu'un nom qu'on t'enlève, je prends l'exemple de l'esclave, qui sur le continent africain avait un nom, un prénom avec une histoire africaine, et qui se retrouve quasiment du jour au lendemain Gustave outre-Atlantique avec un prénom occidental, avec une spiritualité empruntée au christianisme, au catholicisme ou au protestantisme. Il reste africain parce que sa forme physique, parce que ses traits, parce que son apparence est africaine, mais on lui donne une spiritualité, on lui donne un patronyme qui correspond à des ancêtres qui ne sont pas les siens. Pour moi, ça reste un homme, ça reste une femme, et ça reste une personne sur qui on peut compter, à condition qu'on lui explique le cheminement de son identité. Tu vois ? Pour moi, il n'y a pas de... t'as plus ton nom, ton prénom, tu n'existes plus. Mais qui, justement, dans ce contexte-là, très intéressant d'ailleurs que tu évoques, qui pourrait faire ce travail-là en sachant que, justement, de mon point de vue, le colonisateur... Ils sont nombreux, les Afro-Américains, à retourner aux sources. Oui, aujourd'hui. Mais je veux dire, à l'époque de la colonisation, lorsqu'ils ont été pris, le fait qu'ils soient rebaptisés, c'était particulièrement et précisément, justement, pour qu'ils oublient leurs origines ou, éventuellement, pour qu'ils soient une autre personne, pour qu'on les transforme. Bien sûr. Non, mais c'est ça. D'où l'expression aliénation. C'est quoi l'aliénation ? C'est celui qui est étranger à lui-même. Un aliéné, c'est quelqu'un qui est étranger à soi. Un alien. C'est ça. Quelqu'un qui emprunte une spiritualité, qui emprunte un nom, un prénom, qui correspond à une autre civilisation et qui en fait partie d'après la personne qui l'a colonisé et qui lui a demandé ou qui lui a imposé cette spiritualité, son nom et son prénom. Mais en réalité, ça ne change rien fondamentalement. Parce que tu regardes les Afro-Américains, il y en a de plus en plus qui travaillent sur leur histoire, travaillent sur leur identité et qui vont en Afrique et qui vont se reconnecter avec leur histoire. Donc malgré le travail du colon, malgré le travail des esclavagistes qui a consisté à déraciner et à détruire la spiritualité, l'identité, le patrimoine de ces gens, absolument. Les gens maintenant qui sont libres, ils prennent attache avec leurs aïeux, ils prennent attache avec le continent mère et ils retournent à la source, malgré les pressions et malgré toute la négativité qui a été mise en place pour les détourner de tout ça, tu vois. Et d'ailleurs, tu parles de génération consciente aujourd'hui. Moi, j'aimerais avoir ton avis de penseur aussi sur... tu sais, on a eu une vague là en France, et même, enfin, qui est partie d'ailleurs du monde anglo-saxon, mais qui est beaucoup arrivée en France et qui a fait son temps, qui est malheureusement passé d'ailleurs, comme tous les mouvements, comme toutes les modes, pardon. C'est, tu sais, il y a eu un moment où il fallait déboulonner les statues, il fallait débaptiser les rues et les rebaptiser différemment, notamment dans les Antilles, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de ce mouvement-là, de cette vague-là ? Est-ce que déjà pour toi elle est légitime, elle est justifiée, et qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'avais pris la parole sur cette thématique. J'avais dit que j'étais pour débaptiser toutes les rues, mais uniquement sur le continent africain et uniquement au niveau des Antilles. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, dans les zones où il y a une majorité d'afro, une écrasante majorité d'afro, c'est pas normal de rendre hommage à Napoléon, c'est pas normal de rendre hommage à Charles de Gaulle, c'est pas normal de rendre hommage à des personnes qui ont porté atteinte de manière significative à ce que nous sommes en tant que Noirs. Après, sur le territoire hexagonal, pas du tout. C'est ce que ça fait partie de l'histoire de France. Donc il est hors de question de débaptiser la rue Colbert ou le métro Voltaire ou éventuellement Voltaire-Schœlcher ou éventuellement Charles de Gaulle aéroport. On ne débaptise pas ce qui est lié à l'Hexagone, ce qui est lié à l'histoire de France. On ne touche absolument à rien. Par contre, en ce qui concerne les Antilles et le continent africain, c'est pas négociable. On enrège tout. Alors pour l'Afrique et les Antilles, j'ai bien compris, mais dans la mesure où l'histoire africaine est liée aujourd'hui avec les anciennes colonies, alors expression que je déteste et que je n'emploie jamais, mais voilà, dans la mesure où c'est lié
le Congolais d'origine que tu es aujourd'hui, Mm. est-ce qu'il serait à l'aise Mm. de circuler dans une rue Léopold II, par exemple, Où qui a été en France Oui, ou ça- en Belgique? Ah oui, ça me Ça ne te dérange poserait aucun problème? Non. Mais qu'est-ce que ça symboliserait pour toi? Est-ce que... Je suis les deux, moi. Je suis les deux. Je peux pas me mentir à moi-même. Mm. Parce que ce qui est glorieux pour la France ou pour la Belgique peut ne pas l'être, peut être tout le contraire Bien sûr. pour le Congo. Bien sûr. C'est comme Napoléon qui rétablit l'esclavage. Napoléon, c'est un grand homme pour l'histoire de France. Il faut le respecter. Mm. Et je n'appellerai pas à aller boycotter son film ou éventuellement aller déboulonner sa statue parce que c'est Napoléon qui a rétabli l'esclavage. Il faut faire la part des choses. Il faut être conscient. Et après, il faut choisir ses combats. Mm. Moi, je respecte. Tu sais, moi, j'ai vécu en Martinique pendant plusieurs mois. Et j'avais rencontré à l'époque des frères et des sœurs qui militent pour la réparation pour les crimes de l'esclavage. Et on a eu des discussions passionnantes. Moi, je disais que j'étais contre. Ok. Pour la simple et bonne raison que l'État français qui est juge et parti ne va pas mettre en place un dédommagement parce qu'on est sur des sommes qui dépassent l'entendement. Mm. Tu veux dédommager quoi? De manière symbolique. Tu veux dédommager. Pour moi, le dédommagement, il ne peut pas être mis en place parce qu'on est sur des sommes qui sont inimaginables. On est sur des montants. L'esclavage, Colossaux. c'est des montants colossaux. Esclavage plus colonisation, ça Parce que fait... c'est trop. Là, c'est même plus braquer le casino, on est sur autre chose. Et en plus, tu dis, bon, il y a l'esclavage, il y a la colonisation, mais il y a tout ce qui a été pris, le pillage, les matières premières. Et le néocolonialisme Le aussi. néocolonialisme. Mais la France ne peut pas m'indemniser, je coûte trop cher à la France. Par contre, ce que je peux faire, moi, c'est me réparer. Et cette réparation, ça En tant passe... qu'individu. En tant qu'individu, ça passe par un travail sur moi, ça passe par une connaissance des enjeux, en sachant comment le système y fonctionne, en consommant de manière intelligente, en dépensant mon énergie et mon argent dans des endroits bien spécifiques, en travaillant sur le continent sur des projets qui tiennent la route. Là, je me répare. Mais demander au maître une réparation, une indemnisation, dépenser mon énergie dans cette direction, je trouve que c'est respectable, mais que c'est pas du tout ma destinée. Et je trouve ça intéressant, d'autant plus que moi je considère que les êtres hybrides que nous sommes, et je m'y inclus, c'est-à-dire on est complexe, on est métissé, de métissage culturel, métissage, d'état de métissage. Je trouve que ça requiert de nous une certaine forme de bipolarité ou je sais pas, qu'on soit lunatique ou bipolaire. Non, pas forcément, Parce parce qu'il- que bipolarité c'est négatif, mais on est sur une adaptation, on est sur une identité riche. Nous sommes afropéens, c'est ce que nous sommes, parce que moi je ne suis pas quinois, mes cousins sont quinois, Mhm. ils vivent à Kinshasa depuis 20 ans, 30 ans. Je ne peux pas revendiquer une légitimité que eux ont et que je n'ai pas. Que tu n'as pas. Moi, je suis un petit du 93 qui essaie de s'en sortir, qui vit dans le 93, qui travaille dans le 93, qui a sa famille dans le 93, tu vois. Donc, et qui vit aussi des expériences en Afrique, au Congo, au Sénégal, dans différents pays où je suis en train d'investir, où j'ai investi. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il ne faut pas se mentir Faut pas ou se se mentir à raconter des soi-même. salades. Parce que, de toute manière, le réel nous rattrape tout le temps. Moi, Absolument. Moi, j'en ai vu plein, des personnes revendiquer une africanité de papier, parce qu'en réalité, ils étaient tout sauf africains, Ouais. et lorsqu'ils sont décédés, ils ont été enterrés en France, tu vois. Ils ont été plantés en France même. Tu vois, ils ont été enterrés en France, ils ont peut-être séjourné 2 fois en Afrique, 1 fois au Maroc et 1 fois dans leur pays d'origine pour un enterrement, et après, ils avaient quoi d'Afrique? Ça y est. Alors, tu as évoqué le 93, donc la Seine-Saint-Denis, où tu exerces aussi, où tu as grandi, etc. C'est finalement ton fief. Je sais que 93 et pas 83 peut parfois rimer avec hip-hop, musique rap. Donc, tu me vois venir. Je sais que tu es un grand fan de rap, Ouais. que tu en écoutes encore aujourd'hui. J'en écoute. D'autant plus que dans ta clientèle, tu as aussi des rappeurs. Donc, la question évidente que moi j'ai envie de te poser, c'est quel lien tu fais entre ton nom et une musique ou un type de musique ou un artiste du rap?
Moi, je fais mon nom, moi, je l'assimile à. Pas qu'à du rap, hein, en réalité, hein, même à de la rumba. Hein. Naturellement. Tu vois, même à de la rumba. Moi, j'écoute beaucoup de rumba congolaise. Donc, mais après, mon nom, moi, je l'assimile à un style de rap bien précis, un rap à la fois conscient et à la fois autoritaire, Hum. rugueux, fort, Le rap des années 2000. rap des années 2000, tu vois. Quelques références. Ouais, moi, je suis plutôt, je suis l'équipe de Lino, moi. Ok. Lino, Arsenic. Arsenic, Booba, Kazé. Ok. Kazé, d'accord. Ouais, Énervé. Kazé énervé, mais Kazé, elle a un coup de stylo incroyable. Il y a pas que la colère ou la rage qui émane de chez elle. Il y a un coup de stylo qui est au-dessus de la moyenne, très très au-dessus de la moyenne. Et j'ai de la chance de la connaître. Donc, Personnellement. personnellement, tu vois. Est-ce que c'est pas finalement ça le rap je peux dire de notre génération, parce qu'on appartient à peu près à la même, du texte, une certaine rage, des revendications claires et un flow, un beat. Ouais. C'est ça. Hein. Moi, je dis tout le temps, moi j'écoute des rappeurs qui ont pris la parole parce qu'ils avaient des choses à raconter, qui n'étaient pas là pour se la raconter, mais qui étaient là pour raconter. Aujourd'hui, les rappeurs, ils sont là pour se la raconter. Tout est dans la nuance, tu vois. Et qui n'ont d'ailleurs peut-être pas d'histoire forcément, qui s'en inventent une. Oui, après, forcément, quand tu n'as pas de vécu, quand tu n'as pas d'expérience, quand tu n'as pas de culture, quand tu as 300 mots de vocabulaire, et encore je suis généreux, bah, tu racontes tout et n'importe quoi. Parce que tu peux pas raconter ce que tu n'as pas expérimenté, tu peux pas raconter les pays que tu n'as pas traversés, tu peux pas raconter les livres que tu n'as pas lus, l'histoire d'amour que tu n'as pas eu non plus. Donc ça va se limiter à la quicheta, je vends de la zipette et j'ai toute une équipe derrière moi pour tirer dessus, tu vois. C'est très très pauvre, très très limité. C'est d'une médiocrité incroyable. Eh bien, très bien. J'espère que c'est pas la qualification de notre entretien. Non, du tout. Non, moi je suis très heureux. Je suis très heureux de ton émission, très heureux de ton média. Et je suis très heureux que tu m'aies invité et extrêmement flatté d'être ici, tu vois. Alors, c'est moi le plus flatté de nous deux. Je te remercie. Alors, je te laisse penser et réfléchir à comment tu vas conclure en regardant ta caméra. Merci à vous de vous être prêté au jeu, d'avoir écouté et regardé surtout cet épisode avec cet excellent invité fidèle à sa réputation, fidèle à son image. Et comme j'ai dit, dont le propos et l'image ne laissent pas indifférent lorsqu'on le rencontre ou lorsqu'on l'entend. Merci à vous. Rendez-vous au prochain épisode. Bah, écoute, merci à toi pour ce mot de la fin. J'espère que les femmes et les hommes qui nous suivent auront appris un certain nombre de choses et auront passé un bon moment. J'espère que ton émission aura beaucoup de succès. Sincèrement, je te souhaite de vraiment connaître un succès réel et de faire de belles interviews, de mettre en avant des femmes et des hommes de qualité. Et j'espère aussi qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sur différents projets et de travailler ensemble sur différentes initiatives pour le réveil de notre communauté. Merci à toi pour l'invitation. Patronymie, Généalogie, étymologie, topopatronyme, histoire. bref, On a tous un blaze. Alors viens, on parle du tien. Viens, on se blase.